Merci à Gilles Albou d'être avec nous ce matin pour cette rentrée média, une semaine, un peu plus d'une semaine après la rentrée scolaire. Gilles Albou, quels objectifs est-ce qu'on se fixe en début d'année scolaire comme celle-ci? C'est votre quatrième rentrée scolaire en tant que recteur ici à Mayotte. Oui, bonjour à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs. Vous le savez, cette rentrée, elle est marquée par trois priorités qui sont les priorités nationales. D'abord, la lutte contre les inégalités, évidemment, contre toutes les formes d'égalité. Et puis, pour nous, une priorité qui résonne particulièrement, c'est l'excellence. L'excellence scolaire, on y reviendra. Et puis, on parlera peut-être aussi de ce que nous faisons, notamment dans le cadre du plan Dire, Lire, Écrire, ou ce que nous voulons développer dans l'apprentissage des langues et des langues étrangères. Et puis la troisième priorité, c'est le bien-être. Le bien-être pour nos élèves et évidemment aussi le bien-être pour nos personnels. Alors, samedi, vous avez fait justement une rentrée également avec les enseignants qui viennent d'arriver ici à Mayotte. Mayotte, c'est une académie un peu particulière. Elle est différente de ce qu'on connaît avec donc ce séminaire qui a été organisé samedi. 800 nouveaux arrivants à cette rentrée, 350 emplois supplémentaires. On se demande même si, du coup, Mayotte, l'Académie de Mayotte est redevenue attractive. Alors, évidemment, il faut rester mesuré, hein. Nous avons encore beaucoup de contractuels, mais la bonne nouvelle à cette rentrée, c'est que nous avons plus de titulaires et nous avons aussi plus de contractuels. Et à cette rentrée, nous avons réussi à fidéliser un certain nombre de contractuels. Vous savez que dans le cadre de notre feuille de route aux ressources humaines, nous avions prévu de proposer à nos contractuels des contrats plus longs, de les fidéliser, de les former. Et bien évidemment, tout ceci porte ses fruits. Et puis aussi, il y a des mesures d'attractivité pour les titulaires, puisque évidemment, nous sommes une académie de plein exercice. Nous voulons avoir des enseignants bien formés. Et là aussi, un certain nombre de mesures ont été prises. Je pense à la possibilité pour les néo-titulaires de bénéficier de l'ISG. À cette rentrée, nos personnels vont avoir une revalorisation de l'indemnité de remboursement partiel des loyers. Et puis, il y a tous ces titulaires que nous formons sur l'île, au centre universitaire, dans le cadre du master MEF. On a commencé par le premier degré, et puis vous savez que maintenant nous avons des masters second degré pour former, là aussi, des enseignants qui auront un statut national et qui vont commencer leur carrière sur Mayotte. Donc toutes ces mesures portent leurs fruits. Et puis j'ai bien conscience qu'il nous en reste d'autres à faire avancer. Je pense à l'IRCantec, notamment pour les personnels contractuels. J'espère que nous allons franchir cette nouvelle marche cette année. Il s'en est fallu de peu pour que la loi passe, vous vous en souvenez, avant les élections. Et puis, il y a aussi un certain nombre de mesures d'attractivité, notamment salariales, et qui feront partie, évidemment, de la L'indexation feuille de route. Alors, l'indexation l'indexation, c'est une mesure plus générale et qui dépasse ouais. le cadre de l'éducation nationale. Vous en parliez dans vos titres, Mhm. mais des mesures salariales pour l'ensemble des enseignants. Et vous savez que ça fait partie de la feuille de route de notre ministre qui veut faire de la rémunération, de l'attractivité du métier d'enseignant une de ses priorités. Alors, quand vous parlez de lutte contre les inégalités, Mm. parmi les priorités, à Mayotte, évidemment, cela sonne encore plus parce que on a l'impression de ne pas vraiment être l'égal des autres France, si on peut dire ainsi. Alors, vous le savez, hein, tout commence déjà par le bâti, hein. Mhm. Nous avons encore un déficit de salles de classe, surtout sur le premier degré. Donc, nous travaillons sur cette priorité avec la préfecture, avec la DEAL et maintenant avec le soutien de l'AFD. Et on voit évidemment maintenant une mobilisation supplémentaire des mairies. Alors, cette année, on passe de 0 à une quinzaine de salles de classe. Ce n'est pas suffisant. On a déjà une vue sur les prochaines années avec
au moins 40, voire 50 salles de classe qui vont être livrées les prochaines années. Et puis pareil, évidemment, pour le second degré, où nous devons dédensifier nos établissements scolaires. Je pense à des collèges où nous avons beaucoup trop d'élèves. Et là aussi, nous avons un programme de construction de 4 nouveaux lycées, 10 nouveaux collèges. Et ce programme-là, pour le coup, il est bien enclenché. Et nous allons très rapidement poser des nouvelles premières pierres. Et je vous le rappelle, hein, l'objectif, c'est que ces collèges et ces lycées soient livrés entre 2025 et 2027. Concernant le premier degré, vous avez parlé de construction scolaire possible là. Certains syndicats demandaient de nationaliser pour un temps les constructions scolaires. Est-ce que c'est la réponse qui est donnée du coup? Alors, vous savez, d'abord, toutes les communes ne sont pas dans la même situation. Et Mhm. donc, il faut éviter d'avoir, évidemment, des mesures générales. Il y a des communes où tout se passe très bien. Il y a des communes où il n'y a aucune classe en rotation. Il y a aussi des communes qui construisent sans problème. Donc, je ne vois pas, pour ces communes, pourquoi, évidemment, on changerait, j'ai envie de dire, une équipe qui marche. Il y a aussi des communes qui ont aujourd'hui besoin d'assistance et besoin de renforts en ingénierie. C'est ce que nous avons proposé avec notamment l'Agence française pour le développement, qui vient en appui d'un certain nombre de communes et qui font accélérer un certain nombre de projets. Et puis derrière, évidemment, il y a des communes qui sont peut-être encore plus en difficulté. Donc il faut voir déjà si l'appui de l'AFD porte ses fruits et puis derrière, voir si on peut passer à la vitesse supérieure pour des communes où le sujet principal, c'est le sujet du foncier. Et là, évidemment, pour cette troisième catégorie de communes, vous l'avez vu, un certain nombre aujourd'hui d'avancées sont en cours avec la restitution du foncier par le SMEM. Vous en parliez dans vos titres tout à l'heure. Et donc, derrière, il peut y avoir encore des points à débloquer. Alors, Mais, concernant... Monsieur le recteur, s'il vous plaît, vous avez parlé d'excellence, hein. Donc, Oui, c'est le deuxième point, vous avez voilà, raison. comment vous allez pouvoir mettre l'excellence à Mayotte alors que quand on voit dans la dernière ligne droite avant le bac, on arrive en seconde, les classes sont bondées, 35 au minimum par classe, des professeurs qui manquent encore à l'appel après la rentrée. Comment vous allez pouvoir mettre en place cette excellence ici? Alors, il ne faut pas non plus tout noircir sur Mayotte. Des classes à plus de 30, hein, parce que 35, ce n'est pas quand même À le cas 35, et partout. c'est une Il classe y en a, européenne, des classes il européennes y en en plus, hein. a, il y en a bon, évidemment quelques-unes. Eh bien, on en trouve aussi, j'ai envie de dire, en métropole. Alors, ce n'est pas la norme, mais à chaque fois qu'un territoire est particulièrement dense, et Mayotte, je le rappelle, est quand même le département le plus dense hors Île-de-France. Eh bien, à chaque fois que vous avez un département dense et un territoire dense, évidemment, on fait ce qu'on peut avec le bâti qu'on a, et il y a beaucoup d'élèves dans une même classe. Ça, le fait d'avoir beaucoup d'élèves dans une même classe, évidemment, c'est des conditions de travail moins bonnes que si on en a moins, mais ça n'a jamais empêché l'excellence. Et Je ne sais pas si vous comment vous y souvenez, arriver? je ne sais pas si vous vous souvenez Mhm. de comment vous étiez quand vous étiez au primaire ou même au collège et au lycée, mais on peut très bien réussir à 35. Donc ça, c'est vraiment la première chose, et il faut valoriser évidemment ces parcours d'excellence. Si on est 35 motivés avec des bons enseignants, et nous avons aujourd'hui des très bons enseignants très bien formés, on peut réussir. Vous l'avez vu l'an dernier, on a eu une petite dizaine d'élèves qui sont partis ensuite vers les Sciences Po, on en a qui partent vers les meilleures classes préparatoires, les meilleures universités. Donc, une chose est vraie, c'est qu'il n'y a pas assez de ce type de parcours d'excellence. Et c'est ce que nous avons voulu développer pour cette rentrée, qu'il y ait des parcours d'excellence dans tous les établissements. Je pense à des sections internationales, on parlait des langues, j'avais évidemment pointé ceci. Dans un territoire à Mayotte où nous sommes à proximité d'autres pays où le français n'est pas la langue principale, eh bien, il nous revient aussi de former nos élèves en anglais, en espagnol, en arabe, peut-être plus tard évidemment en portugais, on parlait, Du Mozambique. pardon, Du on Mozambique tout parlait à du l'heure. Mozambique tout à l'heure, mais déjà commençons avec ces trois langues-là, Mhm. le français, l'espagnol et l'arabe, et de développer des classes internationales. De la même manière, évidemment, il faut qu'on travaille sur le numérique, et ceci dès le plus jeune âge. Vous savez que nous avons beaucoup fait pour apporter des équipements numériques dans les écoles. Donc ça aussi, ça va constituer
des voies d'excellence. Et puis la voie professionnelle. Hein. La voie professionnelle, c'est une voie d'excellence. Ça ne doit plus être une voie choisie par défaut. Vous savez qu'on a beaucoup valorisé ce qui se fait d'excellent chez nous, dans les métiers du bois, dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Vous parliez tout à l'heure justement de ces jeunes qui, alors là, hors éducation nationale, travaillent sur les métiers de la bouche. Eh bien, ces filières professionnelles, on doit les valoriser, elles doivent être choisies par les familles. Donc, au-delà évidemment du nombre, et je n'élude pas la question, pour nous, c'est aussi porter une attention particulière à tous les enfants, à tous les élèves qui veulent réussir. À Mayotte, on a beaucoup fait pour les élèves en difficulté, on continue à le faire, mais j'ai donné comme priorité cette année à tout le monde de développer aussi des filières pour les élèves qui veulent réussir, qui sont sur des voies d'excellence. Et ça, c'est un message important qu'on passe aussi aux familles. Monsieur le recteur, vous avez le bilan de ceux qui ont pu intégrer les filières d'excellence en métropole? Est-ce que combien ont pu passer le cap de la première année? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, vous vous souvenez, l'an dernier, il y a eu tout ce qu'on a connu sur Cahagny avec des gros problèmes de violence. Et j'ai échangé avec des enseignants et qui me disaient, mais vous savez, monsieur le recteur, il faut aussi valoriser ce qui se passe bien à Cahagny. Donc, vous me demandiez un exemple. À Cahagny, l'année d'avant, un élève a intégré une classe préparatoire. Et bien, vous savez que là, en première année, il était le major de sa classe. Il était le premier, un élève de Cahagny, donc qui doit être en deuxième année de classe préparatoire, était le major de sa classe. Nous avons beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont en médecine et qui réussissent le concours, et qui est pourtant un concours sélectif. Alors on dit souvent les Mahorais échouent. Enfin, si on regarde les concours de médecine, c'est 1 sur 10 seulement qui réussit. Voilà. Ce qu'il faut aussi, ce sur quoi évidemment il faut qu'on travaille, puisque vous parliez de ces étudiants qui partent en métropole, d'abord qu'il y a un meilleur suivi. Vous savez qu'on a eu des cas dramatiques de suicide avec des étudiants qui se retrouvaient tout seuls, avec une culture différente aussi, une adaptation avec aussi un climat qui est différent, et puis la problématique de l'isolement. Donc il faut qu'on travaille sur l'accompagnement. Le deuxième point aussi, c'est que, et il ne faut pas l'éluder, c'est que nos élèves ici, ils ont plus de difficultés avec le français. Ici, le français, pour beaucoup d'élèves, ce n'est pas la langue parlée à la maison. Ce n'est même pas la langue qu'on entend au quotidien, y compris à la radio. Donc, ça doit être une richesse, parce qu'évidemment, parler plusieurs langues, ça doit être une richesse. Mais évidemment, pour ces élèves-là, quand on va en métropole, où là, pour le coup, tout est en français et toute la journée est en français, c'est aussi un choc. Donc c'est pour ça que nous avons cette année développé le plan dire, lire, écrire et ça commence par dire, il faut qu'on travaille sur l'oralité. Et d'ailleurs, vous le savez, à la fin, au niveau du bac, une épreuve majeure, c'est le grand oral. Nos élèves ne parlent pas suffisamment le français, ne parlent pas beaucoup le français, et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on abandonne évidemment le shimoré ou le kibushi. Vous savez qu'on a fait beaucoup pour le plurilinguisme, donc il faut continuer à travailler sur cette pluralité des langues, et ça contribue aussi à réduire l'échec en métropole. Troisième point, si on veut réduire l'échec, il faut aussi qu'on développe sur l'île notre centre universitaire et qu'on offre à nos élèves la possibilité de continuer leur formation sur l'île et développer encore le centre universitaire et les formations d'enseignement supérieur. Vous voyez, ça fait beaucoup de priorités et on essaye de les faire avancer tout en même temps. Toujours est-il, monsieur le recteur, par exemple, à la fin de l'année dernière, le taux de réussite au bac n'était pas très très bon par rapport aux autres académies. Que sont devenus ces bacheliers qui ont échoué l'année dernière? Est-ce qu'ils ont repris? Est-ce qu'on sait à peu près ce qu'ils deviennent? Alors, tout d'abord, ce taux, évidemment, qui est inférieur à la moyenne nationale, d'un certain point de vue, ça montre aussi que ceux qui ont le bac, ils ont un vrai bac. On pourrait évidemment se dire que les élèves pourraient artificiellement avoir des meilleures notes au bac. Notre priorité, ici à Mayotte, c'est que le bac soit un bac de qualité. Vous parliez ensuite de la poursuite d'études. Il faut que nos élèves aient un bac qui veuille dire quelque chose. Et on le voit bien sur Parcoursup, qui est vraiment, on le sait, hein, un moyen assez sélectif d'entrer dans les universités. Globalement, nos bacheliers ont des très belles réussites sur Parcoursup. Ce qui veut dire que, vu d'une université, vu d'une grande école, vu d'une classe préparatoire, avoir le bac à Mayotte, ce n'est pas déprécié. Et ça, c'est important. Et je pense que toutes les familles en sont bien conscientes. On a des très, très beaux taux de poursuite d'études. Donc, ceux qui n'ont pas le bac, eh bien, ils doivent le repasser. Voilà. Alors, et c'est le cas, évidemment, pour les filières générales et technologiques. Pour les filières professionnelles, c'est plus compliqué parce que vous savez qu'évidemment, on s'est lancé dans un parcours professionnel. Donc, on essaie à ceux-là de leur donner une seconde chance. Mais vous le savez, pour nous, l'importance, c'est de permettre à tous les bacheliers généraux et technologiques
à ceux qui n'ont justement pas eu le bac, de pouvoir le repasser, de le représenter, et derrière, évidemment, de continuer leurs études.